Commencer avec un autre volet de notre révision et on va voir les figures de style ainsi que les procédés d'écriture. On peut distinguer plusieurs types de procédés d'écriture. On va commencer par les procédés lexicaux qui ont une relation avec le lexique, le vocabulaire. Donc, les procédés lexicaux, on peut distinguer, le premier procédé, c'est le sens connecté, dénoté et connoté. Le sens dénoté, c'est le premier sens que peut revêtir un mot. Exemple, les oiseaux qui explorent l'eau peu profonde ont des pattes très allongées. Donc, ici on parle de dénotation. Pourquoi? Parce que le mot oiseau est employé dans son sens premier. On parle du oiseau en tant qu'animal. Le deuxième exemple, on n'imagine pas le nombre de chiens de France. Dans cette phrase, on parle de la connotation. Les chiens de France, on ne parle pas d'animaux, mais on parle plutôt de gens misérables, de gens détestables. Le deuxième procédé lexical, on parle du champ lexical. Le champ lexical, c'est l'ensemble de mots ayant une relation avec un thème donné. Par exemple, le champ lexical de la nature, terre, arbre, verdure, herbe, etc. Exemple, donner, aider, altruisme, tendre la main, c'est le champ lexical du partage. Racisme, haine, discrimination, c'est le champ lexical de la haine et de la violence. Le troisième volet concernant les procédés lexicaux, c'est le recours au vocabulaire amélioratif ou péjoratif. Le vocabulaire amélioratif, c'est-à-dire le vocabulaire, on peut aussi dire appréciatif. C'est un vocabulaire positif grâce auquel on cherche à mettre en valeur, à montrer les qualités et les avantages. Le vocabulaire péjoratif, c'est un vocabulaire dépréciatif. C'est un vocabulaire négatif à travers lequel on cherche à dévaloriser, à montrer les défauts, à montrer les qualités. Exemple, fraternité, amour, altruisme. L'auteur recourt à un vocabulaire amélioratif. En parlant d'une personne, en la qualifiant par lâche, méprisable, détestable, on fait recours à un vocabulaire péjoratif pour montrer les défauts de cette personne, les vices de cette personne. Le deuxième volet de notre révision concernant les procédés d'écriture, ce sont les procédés stylistiques. On parle aussi procédés stylistiques et on parle de les figures de style. Concernant les figures de style, on distingue plusieurs types de figures de style. On peut les classer sous plusieurs nominations. On parle des figures d'analogie. Les figures d'analogie ou bien les figures de ressemblance ou les figures d'assimilation, on peut citer la comparaison. La comparaison, c'est le fait de comparer deux mots au moyen d'un outil grammatical tel que comme, pareil, à, semblable, à,
etc. La métaphore. La métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Elle a des cheveux d'or. Donc, on essaie de créer des images à travers un comparé et un comparant. La figure d'analogie qui suit, c'est la personnification. Qu'est-ce que la personnification? C'est le fait d'attribuer des qualités humaines, telles que par exemple la sagesse, telles que la parole, telles que la réflexion, la pensée, etc., à des objets ou bien à des animaux. Par exemple, on fait parler un arbre, on fait parler les animaux, etc. Et enfin, la dernière figure de style d'analogie, c'est l'allégorie. L'allégorie, c'est le fait de donner un aspect matériel à une idée abstraite. Exemple, oh, le temps mange la vie. Ici, c'est une idée abstraite. On l'a rendue concrète par l'emploi du verbe manger. Elle mange la vie, c'est-à-dire la vie. Le temps ronge la vie. Le temps dévore la vie. Le temps fait passer la vie. Pour répondre à une question qui porte sur les figures d'analogie, on peut employer la structure suivante. L'auteur recourt à ou bien se sert l'auteur recourt à ou se sert de ou bien utilise par exemple la métaphore, la comparaison, la personnification, l'allégorie. Ici, on doit donc donner le nom de la figure. Ici, on doit donner l'exemple. Pour comparer, s'il s'agit d'une comparaison, pour assimiler, s'il s'agit d'une métaphore, l'image de à celle de. Il souligne ainsi et en donne l'effet. On explique pourquoi il a employé cette figure de style. Passons après aux figures d'opposition. Là où on cherche à opposer deux réalités. On trouve l'antithèse. L'antithèse, c'est une opposition entre deux idées, entre deux notions à l'intérieur d'une même phrase. L'antiphrase. L'antiphrase, c'est une figure d'opposition qu'on emploie généralement pour marquer l'ironie, pour se moquer. Exprimer une idée par son contraire, c'est-à-dire on exprime le contraire de ce que l'on pense, le contraire de ce qu'on est en train de penser réellement, dans une intention ironique, pour se moquer. L'oxymore. L'oxymore, ce sont deux mots unis. L'un vient tout juste après l'autre. Unis grammaticalement, mais qui s'opposent par le sens. Exemple, on dit « c'est obscur, clarté ». Obscur et clarté, ce sont deux mots qui sont totalement opposés. Pour répondre à une question pareille, on peut, si l'auteur emploie l'une des figures de l'opposition, on peut dire l'écrivain se sert de l'antiphrase, de l'antithèse, de l'oxymore. On donne toujours l'exemple tiré du texte, bien sûr. Ici, c'est le nom du procédé pour montrer, par exemple, le déchirement du personnage. Ça, c'est un exemple pour vous expliquer un peu, pour vous simplifier un peu la réponse. Enfin, on parle de procédé d'amplification. L'amplification, c'est l'exagération.
d'insistance pour insister et d'atténuation pour atténuer, rendre plus doux à accepter, moins choquant. Donc, on trouve l'euphémisme. L'euphémisme, c'est une figure d'atténuation. Elle permet d'atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment, pour ne pas déplaire ou de ne pas choquer. Exemple, au lieu de dire les aveugles, on peut dire les non-voyants. Au lieu de dire la vieillesse, on peut dire le troisième âge. Donc, c'est pour rendre le mot moins déplaisant et moins choquant. La gradation. La gradation, c'est une figure d'insistance. C'est une énumération de termes organisés d'une manière croissante ou décroissante. C'est pour cela qu'on parle d'une gradation ascendante, c'est-à-dire croissante, ou descendante, c'est-à-dire décroissante. L'anaphore, c'est une figure d'insistance. L'anaphore, c'est le fait de répéter le même mot, la même expression au début de chaque phrase, paragraphe ou vers. On parle aussi de l'accumulation. L'accumulation, on peut accepter aussi l'énumération, bien qu'il y ait une certaine différence entre les deux. L'accumulation, c'est l'enchaînement de plusieurs mots d'une même classe grammaticale. On fait l'accumulation d'adjectifs, de verbes, de noms, etc. Et il y a les questions oratoires, ou bien on parle de fausses questions. Les fausses questions ou bien les questions oratoires, ce sont des questions dont on n'est pas obligé de répondre. On ne nous demande pas, on n'attend pas une réponse à ces questions. Ce sont des questions qui vont nous permettre d'avancer dans notre raisonnement. Passons maintenant, pour répondre à une telle question, par exemple, l'auteur utilise ou bien se sert de l'anaphore. Donc, on va dire, l'écrivain se sert, exemple, de l'anaphore. On donne l'exemple pour mettre en relief, pour mettre en évidence, pour mettre en valeur quelque chose. Pour mettre en valeur, par exemple, l'importance du partage, l'importance de l'engagement, etc. Commençons donc par la première phrase. Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. C'est une citation de Baudelaire. Donc, essayons de distinguer la figure de style. On a le mot grammatical comme. Donc, automatiquement, il s'agit d'une comparaison. Et la comparaison est-elle une figure d'opposition, d'analogie, d'insistance, d'amplification ou d'atténuation? Bien sûr, c'est une figure d'analogie. Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez de l'oubli. Donc, on a amour et oubli. Ce sont deux mots opposés. Il y a l'idée de l'amour et il y a l'idée de l'oubli. C'est une antithèse. Et bien sûr, l'antithèse, c'est une figure d'opposition. Dans son conte Candide, Voltaire parle de la guerre en disant « c'est une boucherie héroïque ». Une boucherie héroïque. Ce sont deux mots
ce sont deux mots qui sont opposés. L'un vient après l'autre, mais il y a une opposition. Donc il s'agit d'une oxymore. Et c'est une figure d'opposition. Ses yeux ressemblaient à deux pures émeraudes. Pardon. On a ressemblé à, c'est un moyen grammatical qui nous permet d'introduire une comparaison. Et c'est une figure d'analogie. Ses cheveux d'or flottaient dans le vent. Des cheveux d'or. Des cheveux qui ressemblaient à l'or. Mais ici, il n'y a pas un outil grammatical. C'est une, donc, comparaison sans outil grammatical. C'est une métaphore et c'est une figure d'analogie aussi. L'arbre gémit sous les coups du bûcheron, c'est-à-dire l'arbre souffre sous les coups du bûcheron. Donc le verbe gémir, généralement c'est l'être humain qui gémit, qui souffre, on gémit de souffrance. Donc c'est une personnification. Et c'est une figure d'analogie. Je meurs de soif. J'ai trop soif. C'est une hyperbole. C'est une figure d'opposition, d'analogie, d'insistance ou d'amplification. Bien sûr, c'est une figure d'amplification, d'exagération. On exagère notre soif. Cœur qui a tant rêvé, au cœur charnel, au cœur inachevé, cœur éternel. Que remarquez-vous? Il y a la répétition du nom cœur et de l'interjection au. Donc, il s'agit de quelle figure de style? C'est l'anaphore. Et l'anaphore, c'est une figure d'insistance. Ici, c'était le paradis. Ailleurs, c'est l'enfer. Donc, on a une opposition entre ici et ailleurs. Une autre opposition entre paradis et enfer. C'est une citation de Voltaire. Donc, c'est une antithèse. Et c'est une figure d'opposition. Dracula, ce beau jeune homme. Qui est Dracula? C'est il suce le sang des êtres humains. Donc c'est un tueur. Le fait de dire un beau jeune homme, c'est pour se moquer. On est en train de dire le contraire de ce que l'on pense. C'est l'antiphrase. Et c'est une figure d'opposition. Allons un peu plus loin. La 11e phrase, un silence assourdissant. Le silence, c'est le calme total. Assourdissant, c'est le bruit qui est assourdissant. Il y a trop de bruit. Pour montrer, Camus ici cherche à montrer à quel point ce silence pèse lourd. Il est insupportable. Donc, on a un silence qui est opposé à assourdissant. Donc, c'est l'oxymore et c'est une figure d'opposition. Notre ami nous a quittés vers un monde meilleur. Qu'est-ce qu'on cherche à dire? Notre ami nous a quittés vers un monde meilleur, c'est-à-dire elle est morte. La figure de style, c'est l'euphémisme. L'euphémisme, je vous rappelle, c'est le fait d'atténuer une réalité pour qu'elle soit moins choquante et moins déplaisante.
Donc, l'euphémisme, c'est une figure d'atténuation. Le roi de la jungle dévore sa proie. On parle du roi de la jungle. C'est qui le roi de la jungle? C'est le lion. Donc ici, c'est une périphrase. Va, cours, vole et nous venge. Va, cours, vole. L'intensité des mots augmente. Donc, c'est une gradation ascendante et c'est une figure d'insistance. Je sentais tout mon corps et transir et brûler. Ce sont deux mots opposés. Transir à cause du froid et brûler à cause de la chaleur. Donc c'est l'antithèse. Pardon. Et c'est une figure d'opposition. Rien n'était si beau, si leste, si brillant que les deux armées. Donc on a trois adjectifs, c'est une accumulation et c'est une figure d'insistance. J'espère que vous avez plus ou moins assimilé la leçon ou bien la révision des figures, des procédés d'écriture. Seulement, il faut, en lisant le texte, faire attention à ce que vous allez écrire. Une réponse sur les figures de style, sur les procédés de manière générale, comporte trois parties essentielles. 1. Nommer le procédé. Antiphrase, antithèse, périphrase, comparaison, etc. 2. Relever l'exemple du texte, le mettre entre guillemets. Et 3. Donner les faits. Les faits, c'est-à-dire expliquer pourquoi l'auteur a-t-il employé ce procédé. Dans quel but l'a-t-il employé? Que veut-il dire par l'emploi de la comparaison, par l'emploi de la métaphore, par l'antithèse, etc. Je vous dis au revoir et à bientôt.